Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Et merci à toutes celles et ceux qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent et qui soutiennent la chaîne. Merci sincèrement. C'est très important ce que vous faites et je vous en suis reconnaissant. Merci. Commençons. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une expression que nous avons énormément entendue ces derniers mois. Protéger les mineurs. C'était notamment la justification avancée pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le Parlement avait définitivement adopté cette position de loi le 21 juillet 2026. Son article 1er instaurait une interdiction générale d'accès aux services de réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Depuis, la situation a changé. Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré cet article 1er. Heureusement. L'interdiction générale des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ne peut donc pas entrer en vigueur sous la forme votée par le Parlement. Tant mieux. Le reste du texte n'a pas été entièrement annulé. Le Sénat indique que la loi a été déclarée partiellement conforme. Pour ma part, je considère que cette censure de l'interdiction générale est une bonne nouvelle. Mais elle ne fait pas disparaître la question qui m'intéresse aujourd'hui. Parce que pendant des mois, pour défendre cette interdiction, on nous a répété qu'il fallait agir pour protéger les enfants. Très bien. Alors prenons cette justification au sérieux. Et regardons ce qui se passe lorsqu'un enfant n'est plus simplement devant TikTok, Instagram ou un autre réseau social, mais lorsqu'il vient signaler un viol, une agression sexuelle ou des attouchements. Là, on quitte les slogans et on entre dans le réel. Le 29 juillet 2026, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, a adressé au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, un courrier de 12 pages. Ce document, révélé par Le Monde, synthétise les remontées de 37 parquets généraux concernant le traitement des violences sexuelles et des atteintes aux mineurs. Cet état des lieux avait été demandé après l'affaire Léana et les graves défaillances révélées dans le traitement de plaintes visant l'homme, ensuite mis en examen pour le viol et le meurtre de cet enfant de 11 ans. Honte à lui. Et l'audit a fait apparaître un chiffre considérable. 85 045 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs étaient en cours de traitement en France. 85 047. Mais ce chiffre ne raconte qu'une partie du problème. Parce qu'en regardant ce qu'il y avait derrière ces dossiers, les magistrats ont découvert des dysfonctionnements parfois extrêmement graves. À Nîmes, 1275 procédures dites fantômes ont été découvertes, 875 côté police et 400 côté gendarmerie. Quelle honte. Cela signifie que ces procédures existaient dans les services d'enquête, mais n'étaient pas connues du parquet. À Caen, il y en avait 905 de ces fameuses procédures dites fantômes. À Bourges, une quinzaine de procédures avaient été, selon les termes apportés par Le Monde, purement et simplement perdues. Quelle honte. À Aix-en-Provence, certains dossiers n'avaient connu aucun acte d'enquête depuis la plainte ou la saisie du parquet. Et à Basse-Terre, en Guadeloupe, des procédures vieilles de plus de 3 ans avec auteur identifié ou identifiable étaient décrites comme se trouvant en total abandon. On parle de violences sexuelles sur des enfants, pas d'une formalité administrative oubliée, pas d'un dossier secondaire, de mineurs qui ont signalé des faits potentiellement extrêmement graves. Voilà où devrait être l'urgence absolue, pas contre les réseaux sociaux. Le courrier montre également l'état de saturation de certains services. Au Mans, 6 enquêteurs du groupe de protection de famille se partageaient environ 4000 dossiers. À Amiens, 3 enquêteurs avaient chacun plus de 300 dossiers. À Rouen, 17 enquêteurs étaient affectés aux atteintes aux mineurs, alors que les besoins étaient évalués à environ une soixantaine, pas moins. Et en zone police, la moitié des procédures recensées étaient traitées depuis plus d'1 an. Comment voulez-vous travailler correctement dans ces conditions ? Une enquête sur des violences sexuelles commises contre un enfant exige du temps. Il faut recueillir la parole de la victime, vérifier, recouper, rechercher les preuves, entendre des témoins, faire éventuellement des expertises, exploiter du matériel informatique ou téléphonique, identifier d'autres victimes potentielles et transmettre correctement le dossier au parquet. Vous ne pouvez pas demander à 6 personnes de gérer 4000 dossiers et ensuite vous étonner que le système sature.
Non, c'est impossible. Et il y a plus inquiétant encore, eh oui. À Bordeaux, un réserviste procédait à des auditions d'enfants de moins de 10 ans par téléphone. À Besançon, les magistrats relevaient la persistance d'auditions de mineurs victimes mal conduites, notamment avec des questions fermées ou des observations déplacées. Putain, pardon. À Paris, les procureurs signalaient qu'une part significative des dossiers examinés avait fait l'objet d'investigations très insuffisantes, voire d'aucune investigation. Or, le recueil de la parole d'un enfant n'est pas un interrogatoire ordinaire. Il existe précisément des protocoles et des formations spécifiques. La gendarmerie indique avoir réalisé 35 750 auditions dites Mélanie en 2025. Disposer de près de 300 salles spécialisées et compter près de 6000 enquêteurs ayant reçu un premier niveau de formation spécifique aux auditions de mineurs dans les situations prévues par ce dispositif. Donc je veux être parfaitement clair. Je ne suis pas en train de dire que tous les policiers, tous les gendarmes ou tous les magistrats se désintéressent des enfants. Ça serait faux. Des professionnels travaillent sur ces affaires, parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Le problème que révèlent ces rapports est celui du système. Moyens, organisation, formation, transmission et suivi des procédures. Revenons maintenant à cette fameuse interdiction des réseaux sociaux. L'État était prêt à faire vérifier l'âge des utilisateurs, à imposer de nouvelles obligations aux plateformes et à interdire l'accès aux réseaux sociaux à toute une catégorie de la population au nom de la protection des enfants. Le Parlement avait adopté cette interdiction. Le Conseil constitutionnel vient finalement de censurer l'article qui le mettait en place. Tant mieux. Mais le débat politique qui a précédé cette décision reste révélateur. Parce que si vous invoquez la protection des mineurs comme raison suffisante pour restreindre une liberté, alors les citoyens ont le droit de regarder avec quelle énergie vous protégez ces mêmes mineurs lorsqu'ils signalent des violences sexuelles réelles. Et là, nous découvrons 85 047 plaintes en cours de traitement, des procédures inconnues des parquets, des dossiers perdus, des services débordés, des enquêteurs avec plusieurs centaines de procédures, des enfants parfois mal auditionnés. Quelle honte. Alors oui, la question se pose. Où est la véritable priorité ? Je ne nie pas qu'il existe des dangers sur Internet. Bien sûr qu'ils existent. Cyberharcèlement, prédateurs, pornographie, contenu violent, mécanismes addictifs, etc. Mais protéger un enfant ne peut pas se résumer à contrôler ce qu'il regarde sur son téléphone. Protéger un enfant, c'est être là lorsqu'il vient dire « quelqu'un m'a fait ça, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a violé ». C'est à cet instant que l'État doit fonctionner et être présent. Regardons maintenant l'ampleur du phénomène. En 2025, les services de police et de gendarmerie française ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles. Parmi elles, 76 200 étaient mineurs. Quelle honte. Cela représente 58% des victimes enregistrées pour ces crimes et délits. Je précise bien les mots. Victimes enregistrées par les services de police et de gendarmerie. Ce chiffre ne constitue donc pas une estimation de toutes les violences sexuelles réellement commises en France. 76 200 mineurs enregistrés comme victimes en une année. À partir de là, la protection des mineurs ne devrait pas seulement être un thème de communication. Elle devrait être une priorité concrète de la police et de la justice. Et ici, il faut être extrêmement précis. Dire qu'en France, un violeur d'enfants ne risque rien serait faux. Ouais. Le code pénal prévoit déjà des sanctions très lourdes, mais le problème c'est qu'on ne les applique pas. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Mais 15 ans quand une vie entière est ruinée, parce qu'il y a la vie de l'enfant qui est ruinée et la vie de sa famille qui est ruinée aussi. 15 ans, c'est trop peu. C'est trop peu. Donc pour les agressions sexuelles autres que le viol, le code pénal prévoit notamment 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de moins de 15 ans par violence, contrainte, menace ou surprise. Il existe également d'autres configurations concernant les actes sexuels commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. Donc le problème n'est pas l'absence totale de peine lourde dans les textes. Le problème, c'est de parvenir jusqu'à la sanction. À quoi sert une peine de 20 ans dans le code pénal si une procédure disparaît ?
À quoi sert une peine de 10 ans si l'enquête n'avance pas? À quoi sert de multiplier les lois si ceux qui doivent mener les investigations sont ensevelis sous les dossiers? La justice doit être une chaîne qui fonctionne du début jusqu'à la fin. La plainte, l'enquête, les preuves, la transmission au parquet, les poursuites lorsqu'elles sont justifiées, le procès, la condamnation lorsque la culpabilité est établie et l'exécution de la peine. Parce qu'un enfant n'est pas protégé par un chiffre écrit dans un code. Il est protégé lorsque la justice est capable d'arriver jusqu'au coupable et de l'empêcher de recommencer. Et sur ce point, je vais vous donner clairement ma position personnelle. Je considère que celui qui envisage de commettre un crime sexuel contre un enfant doit savoir une chose. S'il est identifié, si les faits sont prouvés et s'il est reconnu coupable, la sanction sera extrêmement lourde. La justice doit faire peur aux criminels potentiels. La certitude d'être recherché, la certitude d'être poursuivi, la certitude de perdre sa liberté. Et pour les crimes les plus atroces commis contre des enfants, je vais aller plus loin. Je suis personnellement favorable au rétablissement de la peine de mort. Oui, parce que les enfants, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est ma position politique. Aujourd'hui, elle n'est pas compatible avec le droit français. Depuis 2007, l'article 66-1 de la Constitution dispose que nul ne peut être condamné à mort. La France est également engagée par le protocole numéro 13 de la Convention européenne des droits de l'homme qui abolit la peine de mort en toutes circonstances. Un rétablissement supposerait donc une rupture juridique majeure, constitutionnelle et internationale. Je ne vais pas vous présenter comme un fait démontré que la peine de mort serait le seul moyen de prévenir ces crimes, mais ça serait une bonne solution selon moi. Ce serait transformer une conviction politique en vérité scientifique. Ma position est différente et elle est parfaitement claire. Pour les crimes sexuels les plus graves commis contre des enfants, lorsqu'une culpabilité a été définitivement établie à l'issue d'un procès avec toutes les garanties nécessaires, je considère que la société doit pouvoir prononcer la sanction ultime. Et quelle que soit l'opinion que l'on a sur la peine de mort, un principe devrait être évident. Un auteur reconnu coupable d'un crime extrêmement grave contre un enfant doit être durablement mis hors d'état de nuire, voire définitivement pour moi. La priorité doit aller à la protection des innocents ou des futures victimes. Et la peine doit être suffisamment lourde pour que celui qui envisage de s'en prendre à un enfant sache exactement ce qu'il risque. Il reste enfin un élément politique particulièrement intéressant. Celui qui désigne aujourd'hui ce courrier dénonçant les graves difficultés des services d'enquête est Gérald Darmanin. Or, Gérald Darmanin a été ministre de l'Intérieur et la réforme d'ampleur de la police nationale, mise en œuvre en 2024, a été portée sous son autorité. Cette réorganisation a notamment profondément modifié l'organisation territoriale de la police judiciaire. Des policiers interrogés par Le Monde mettent aujourd'hui cette réforme en cause et estiment qu'elle a contribué à affaiblir certaines capacités d'investigation. Soyons précis, on ne peut pas affirmer que cette réforme serait, à elle seule, responsable des 85 047 plaintes en cours de traitement. Les éléments disponibles ne permettent pas de le démontrer. Mais on peut parfaitement rappeler que cette réforme est aujourd'hui explicitement contestée par des professionnels de la police judiciaire. Et après la publication du courrier Darmanin, l'Association nationale de police judiciaire a dénoncé son hypocrisie et sa trahison. L'ancien ministre de l'Intérieur dénonce donc aujourd'hui, comme ministre de la Justice, les difficultés de service dont il a lui-même participé à réorganiser profondément le fonctionnement. Le paradoxe mérite d'être souligné quand même. Depuis le 14 août, nous savons donc que l'interdiction générale des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, prévue à l'article 1er, a été déclarée contraire à la Constitution. Bravo. Elle ne s'appliquera pas sous cette forme. Pour moi, c'est une bonne décision. Mais tout le débat qui a précédé cette censure nous laisse une question fondamentale. Pendant des mois, on était prêt à restreindre l'accès à des millions de jeunes à des outils de communication en invoquant leur protection. Alors j'attends désormais la même détermination pour ceux qui sont victimes dans la vie réelle. Je veux voir cette priorité se traduire en enquête spécialisée, en moyens techniques, en logiciels efficaces,
en magistrat, en procédure correctement transmise, en délai réduit, en dossier suivi jusqu'au bout, et lorsque la culpabilité est établie, en sanctions réellement exécutées et exemplaires. Voilà une politique de protection. Au fond, mon propos est simple. La protection des mineurs ne doit jamais devenir un mot magique permettant de justifier n'importe quelle restriction. Elle doit se mesurer aux actes. Le Conseil constitutionnel a stoppé l'interdiction générale des réseaux sociaux aux moins de 15 ans telle qu'elle avait été votée. Très bien, mais maintenant, regardons ailleurs. Regardons les 85 047 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs en cours de traitement. Regardons les 1275 procédures fantômes de Nîmes, les 905 de Caen, les 6 enquêteurs pour 4000 dossiers au Mans, les procédures restées pendant des années sans véritable investigation, les enquêteurs débordés et les enfants qui attendent derrière chacun de ces dossiers. Voilà la priorité. Un enfant qui dénonce un viol ou une agression sexuelle n'a pas besoin d'un slogan. Il n'a pas besoin d'une conférence de presse. Il n'a pas besoin d'une nouvelle opération de communication. Il a besoin que quelqu'un l'écoute, que quelqu'un enquête, que son dossier ne disparaisse pas, que l'auteur soit retrouvé, que les faits soient établis, et si la culpabilité est démontrée, que la justice frappe avec toute la force nécessaire. Oui, protégeons les jeunes, mais protégeons-les vraiment. Et celui qui décide de s'en prendre à un enfant doit savoir que la société fera tout pour le retrouver, le juger et le mettre hors d'état de nuire. Voilà pour moi ce que signifie réellement protéger les mineurs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous appréciez leur duel, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à faire connaître la chaîne. Le réel ne choisit pas de camp, il ne vote pas, il n'a pas d'idéologie, il est ce qu'il est. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Au revoir et merci.